Bonjour. Dans le fond, d'un couvert à l'autre, écoute, ça fait 20 ans que ça existe cette année. Et Jerry puis moi, on a commencé ça parce qu'une de nos amies, Benjamin, qui avait un fils qui était atteint de schizophrénie et qui est décédé par suicide. Puis elle nous disait, s'il avait travaillé, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Jerry et moi, ça faisait une couple d'années qu'on faisait du bénévolat ensemble. On animait des messes de jeunes et on voulait faire quelque chose pour la société. On pensait que nos jobs respectifs nous donnaient pas grand-chose personnellement. Moi, je travaillais en assurance à l'époque et Jerry était à son compte en informatique, il est programmeur. Et c'est comme ça qu'on a parti d'un couvert à l'autre. Il y a 20 ans, le 5 février dernier. C'est sûr que d'un couvert à l'autre, ça a beaucoup changé. Au début, quand on a commencé, on avait 5 employés, c'était tout petit. On faisait de la reliure pour les bibliothèques. Tu sais, la plastification des livres pour pas que les livres brisent. Il fallait faire chauffer le livre, décoller le livre, plastifier le livre, remettre le livre. En tout cas, on en scrapait 1 sur 2, fait qu'on a décidé de changer ça. Et on a commencé à faire des livres pour les enfants, pour les CPE. Les CEPE ont ouvert à peu près en 99, en même temps que nous autres. On a commencé à faire des petits livres pour les enfants, des petits agendas pour savoir si l'enfant a bien mangé, bien dormi. Et là, ça a été une grande niche pour d'un couvert à l'autre. C'est pour ça qu'on est en économie sociale, parce qu'on a vraiment commencé avec l'économie sociale. Autrement dit, les personnes qui venaient atteintes de schizophrénie à d'un couvert à l'autre venaient pour travailler. Et notre niche, c'était vraiment les CPE. Au fil des années, on s'est agrandi, on fait toutes sortes d'affaires maintenant. On ne fait pas juste des petits agendas, mais au début, on a commencé avec ça. Tu veux-tu continuer? Est-ce que vous êtes familier avec les concepts d'entreprise d'économie sociale? Dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif, mais qui a une vocation économique. Fait que soit qu'on veut un service ou un produit. Fait que nous, c'est une entreprise d'économie sociale, mais disons que le volet social a pris plus de place que le volet économique. C'est pour ça que des fois, on en arrache un petit peu là, sur le plan financier. Mais essentiellement, depuis le début, ce qu'on est arrivé à faire, c'est donner à des personnes des opportunités d'améliorer leur vie, puis de retrouver un peu leur force, et puis l'occasion de relever des défis. Les personnes qui sont d'un couvert à l'autre depuis le début, nous, on travaille avec des gens qui sont touchés par la schizophrénie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette maladie-là, mais essentiellement, c'est une maladie du cerveau. Et les gens ont une série de symptômes qu'on appelle positifs et négatifs. Fait que les symptômes positifs, ça peut être des hallucinations, un grand thème d'idées bizarres qu'on appelle un délire. Fait qu'il y a des personnes qui ont des délires religieux. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se lever le matin avec la conviction qu'ils sont Jésus ou Marie ou un apôtre, puis qui viennent changer le monde. Ça, c'est le délire. Il y a des personnes aussi qui ont, au travers de ça, on appelle ça des idées de référence, comme Marie-Paul, elle a un chandail vert, puis pour moi, la couleur verte pourrait avoir une signification particulière. Fait que je vais me mettre à interpréter un peu les choses qui sont alentour de moi. Fait que ça, c'est la partie des symptômes positifs. Les symptômes négatifs, c'est toutes les choses que la personne perd avec la maladie. Fait que des troubles au niveau de la mémoire, de la concentration, de l'attention. Aussi les fonctions exécutives. Faire quelque chose qui demande 3 opérations consécutives, comme par exemple quelque chose de concret. Isabelle, quand elle a commencé à travailler avec nous autres, faire le café, pour elle, c'était difficile parce qu'il fallait remplir la carafe, vider la carafe dans le réservoir, placer le café dans le filtre, peser sur le piton. Fait que quand il y a comme différentes opérations à faire, quand la maladie prend beaucoup de place, c'est difficile. Fait que quand on a voulu partir une entreprise d'économie sociale avec des gens qui avaient quand même une maladie qui risquait d'être une entrave majeure, on est allé voir les intervenants dans les hôpitaux, puis le feedback qu'on avait, c'est que ce ne serait pas possible d'opérer une entreprise d'économie sociale avec des gens qui avaient les difficultés avec lesquelles on voulait travailler.
Mais finalement, on a quand même décidé de partir de l'organisme sur cette prémisse-là. Puis assez rapidement, les gens étaient capables de relever les défis. Puis ils voyaient une grande amélioration dans plusieurs sphères de leur vie, soit la relation avec leurs parents, leur capacité de mener un projet à terme. Un projet, ça peut être un projet d'aller sur le marché du travail régulier, mais ça aurait pu être aussi de ramasser de l'argent puis préparer un voyage ou apprendre une langue, une deuxième ou une troisième langue. Fait que la capacité de mener un projet à terme, naturellement, c'est des emplois. Fait que la qualité économique de vie des personnes, quand tu as un salaire, ben, c'est peut-être un peu plus facile qu'avec juste la prestation d'aide sociale. Fait que ça fait quand même une assez grosse différence. Puis rapidement, les intervenants de Pierre Boucher, Charles Lemoine ont commencé à nous emmener de plus en plus de personnes parce qu'ils voyaient que des gens qui avaient des difficultés de santé mentale étaient capables de progresser dans un milieu comme d'un couvert à l'autre. Fait qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui se sont retrouvées d'un couvert à l'autre. Puis nous, ben, même si c'était de l'emploi, on n'a pas fermé les portes pour dire qu'on n'avait plus de job. On a ouvert un milieu de vie. Fait qu'une place où les gens pouvaient venir échanger. Puis en même temps, les gens qui venaient prendre un café puis jaser, bien, ils voyaient des personnes qui avaient la même condition au niveau de la santé mentale qu'eux, mais qui étaient capables de travailler puis de mener une vie pratiquement normale si ce n'était pas tout à fait normal. Fait qu'il y avait aussi l'idée dans le milieu de vie qu'on a développé de donner un modèle à des personnes qui sont en quête de rétablissement, des modèles de personnes qui étaient vraiment en train ou qui s'étaient complètement rétablies. Y en a-tu qui ont des questions? Parce que là, j'entends qu'il faut parler pendant 45 minutes. Si vous n'avez pas de questions, le 45 minutes va se faire très vite. Fait que gênez-vous pas de nous arrêter parce que je sais que la schizophrénie, le rétablissement, c'est pas tous des mots évidents. Fait que s'il y en a qui ont des questions, là, gênez-vous pas au travers de tout ça. C'est peut-être pas la formule de d'habitude, mais c'est le fun de se faire nourrir aussi puis de faire ça un peu rétroactif parce que c'est ça. Il n'y en a pas personne? Oui? C'est souvent, tu sais, quand on entend schizophrénie, on a toujours les références de ce qu'on voit dans les journaux, dans les nouvelles. Puis comme tu sais, Marie-Paul, tu as été très présente d'un couvert à l'autre pendant longtemps. Tu as fait des projets avec les jeunes puis les moins jeunes qui étaient chez nous. Moi, en 20 ans, là, il est arrivé 3 crises. Puis les 3 crises qui se sont vécues d'un couvert à l'autre, c'est des crises qu'on a vues venir, puis qu'on a accepté de laisser se développer pour que la personne puisse avoir de l'aide par après. Fait que, mais il n'y a jamais eu de crise où des personnes ont été en danger, tu sais, c'est vraiment, ça a fait partie du processus. Puis si on considère que les gens qui viennent d'un couvert à l'autre, initialement, la maladie prend quand même beaucoup de place. C'est des personnes qui ont une maladie qui est peut-être plus chronique, qui sont susceptibles de faire beaucoup de passages par l'hôpital. Fait qu'on pense qu'il y a à peu près 400 personnes, on n'est pas mal sûr parce qu'on tient les statistiques, mais il y a à peu près 400 personnes qui sont passées d'un couvert à l'autre depuis 20 ans. Puis on a vécu 3 crises. Fait que, puis des crises vraiment contrôlées. Fait que je ne travaille pas au niveau de la médecine, je ne sais pas si c'est significatif de ce qui se passe ailleurs qu'à d'un couvert à l'autre, pas à l'hôpital, mais pour nous, ça s'est quand même assez bien passé. Il y a quelques personnes qui, en cours de cheminement, ont arrêté de prendre leur médication, pour qui ça s'est quand même bien passé par la suite, sauf que probablement qu'initialement, ils ont eu un diagnostic de schizophrénie, mais peut-être c'était plus des psychoses toxiques. Puis quand la personne a eu une vie qui était plus rangée, avec moins de difficultés de consommation, fait que peut-être que c'est ça qui a fait que les personnes puissent fonctionner avec pas de médication. Mais l'affaire qui est sûre quand même, la majorité des personnes qui viennent d'un couvert à l'autre puis qui s'investissent dans leur projet de rétablissement, qui passent du temps à découvrir leurs forces, à identifier leurs défis puis les relever au fur et à mesure qu'ils se présentent à eux, la majorité des personnes voient leur médication baisser parce qu'ils ont une meilleure gestion, en fréquentant des gens puis en n'étant pas chez eux isolés, c'est ça, bien, ils vivent des choses, ils mettent en pratique des stratégies pour vivre certaines émotions ou
exprimer des choses qui ont peut-être gardé dans d'eux pendant longtemps. Puis aussi, l'affaire qui est vraiment le fun, d'un couvert à l'autre, on est, je sais pas, on peut être activement entre 50 et 100 personnes par semaine qui le fréquentent, mais c'est un endroit où il n'y a pas de jugement. Fait que quand il y a une personne qui parle tout seul parce qu'elle vit des difficultés puis qu'elle a des symptômes, il n'y a pas personne qui va rire d'elle, ou les gens vont plutôt l'accueillir, leur partager leur expérience. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui fait le succès d'un organisme comme d'un couvert à l'autre. De donner la chance aux gens de fréquenter d'autres personnes qui vivent les mêmes, puis qu'on mette en valeur le cheminement et les expériences de chacun. Il y a beaucoup de modélisation qui se vit d'un couvert à l'autre. On voit les plus vieux là, qui sont là depuis le début, qui viennent, pour la plupart, qui travaillent dans des milieux conventionnels là, et qui reviennent. J'ai un groupe de femmes le lundi soir, et ce groupe-là, écoute, il y a peut-être 12-14 femmes qui viennent tous les lundis. Puis moi, je trouve toujours ça beau parce que les plus vieilles, quand les plus jeunes rentrent, j'en ai une jeune là, qui vient d'arriver, elle a peut-être... parce qu'on fait de l'hébergement, là, je vais vous faire toute l'historique d'un couvert à l'autre, mais maintenant, on fait de l'hébergement pour les 16-25. Puis une jeune qui vient d'arriver, elle a 19. Et puis quand elle est rentrée au groupe de femmes, tu sais, elle, ce qu'elle disait, dans le fond, cette jeune-là, c'est... Mais moi, j'ai fait 2 psychoses, je pensais que j'étais Marie, que Yahvé me disait quoi faire, et... tu sais, j'étais bien, là. Ils m'ont donné de la médic, mais j'en veux pas de médic. Moi, je suis bien quand je suis en psychose. Tu sais, je suis bien, je pense que je suis Marie puis que je vais changer le monde. Là, ils m'empêchent de changer le monde, là. Puis les plus vieilles, ils ont répondu, j'ai trouvé ça tellement beau. Ils ont dit, le rêve, c'est beau, mais la réalité, c'est encore mieux. Fait qu'elle a fait comme, mon Dieu, il y a du monde qui ont la même maladie que moi, qui sont plus vieilles, puis qui ont vécu la même chose que moi, puis qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça a bien plus de poids que moi qui va lui dire, écoute, prends tes pilules, tu sais. Ça ne marche pas pantoute. Mais quand les plus vieilles vont leur dire, écoute, on a passé par là, on va t'aider, là, t'aimes ça, vivre dans ton rêve, puis ton rêve, tu y crois, puis... Mais pendant que tu vis dans ton rêve, là, tu te coupes de la réalité complètement, t'es plus... Ton corps t'appartient plus, là, tu penses juste à ça, puis c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie est encore mieux. Tu vas te faire des amis, tu vas venir avec nous autres, tu vas avoir du fun, tu vas voir, c'est encore... Fait que ça, je trouve ça extraordinaire, tu sais, de voir ces relations-là, puis je trouve qu'à d'un couvert à l'autre, c'est une des grandes forces, la communauté entre les pairs, l'espèce de modélisation, de voir ceux qui travaillent, qui reviennent, les jeunes qui commencent, qui trouvent ça dur, qui chiolent un peu, puis que l'autre passe en arrière, puis qui dit « Écoute, moi, je passais par là il y a 20 ans, puis aujourd'hui, je travaille à l'hôpital Pierre-Boucher, tu sais, ça fait toujours un moi aussi, je vais être capable de faire quelque chose comme ça. Peut-être, ça donne de l'espoir, en tout cas, ça, c'est sûr. D'un couvert à l'autre, quand on a commencé, comme je vous l'ai dit tantôt, vraiment, Jerry puis moi, on ne savait pas trop ce que c'était la schizophrénie, honnêtement. Et on a fait le tour des hôpitaux, puis les hôpitaux étaient plus ou moins en accord avec le projet. C'était assez innovateur à l'époque. Je me souviens, on a rencontré des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux qui nous ont dit, vous pouvez le partir, là, mais plus sous forme occupationnelle. Il faudrait que les gens fassent du bricolage. Il faudrait que le monde fasse des petits dessins. Il ne faudrait pas que tu colles trop un à côté de l'autre. Ils ne seront pas bien, tu sais. Fait que nous autres, on ne connaissait pas ça. Puis c'est ce qu'on a fait au début avec les livres qu'on vous parlait qui faisaient à leur rythme. On faisait des petites cartes. Jusqu'à temps que la Fondation québécoise des maladies mentales nous donne un gros contrat, 9000 signés à faire comme dans 3 semaines. Et au bout de 10 jours, quand on a donné le contrat, parce qu'on n'était pas équipé à ce moment-là pour faire des signets couleurs, de l'impression, alors on a donné le contrat à un autre imprimeur qui était vraiment pas cher et qui a fait faillite, tu sais. Donc... on a eu 10 jours. En fait, c'est arrivé comme... On avait comme 3-4 jours pour faire les signets. Puis on a rappelé la Fondation en disant, écoutez, on peut bien vous les faire, mais je ne suis pas sûre, ça fonctionne. Puis ils nous avaient dit, écoute, t'en fais 5000, t'en fais 5000, t'en fais 1000, t'en fais 1000, on va prendre ce que tu as. Et en 3 jours, les 9000 signets ont été faits.
Fait que c'est là que Jérémy puis moi, on a réalisé, eh boy, on est vraiment à côté de la traque, là, l'occupationnel, c'est pas vrai. On est capable de faire travailler ces gens-là, puis ces personnes-là sont capables de rendement, puis non seulement qu'ils sont capables, mais ils sont bons pour le faire. Dans le fond, on est parti avec des préjugés parce qu'on s'est renseigné auprès de personnes qui, eux, travaillent avec des personnes quand ils sont malades puis qui sont hospitalisés. Fait que c'est sûr que quand la personne est à l'hôpital, elle n'est pas capable d'être peut-être capable d'être concentrée 8, 9, 10 heures par jour. Mais en dehors de ce contexte-là, quand on donne des opportunités aux gens, ben les gens sont capables de faire des choses à peu près comme n'importe qui, tu sais. Mais comme n'importe qui, plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas t'améliorer à le faire aussi. Fait que c'est ce qui est arrivé, dans le fond, avec les gens qui nous fréquentaient. Et puis, à peu près en 2003, nous autres, D'un Coup faire à l'autre, ça a commencé en 2000. Et en 2003, on a commencé parce qu'on avait, comme Pierre Boucher, Charles Lemoine, les intervenants qui nous envoyaient beaucoup de personnes. Puis là, bien, on ne pouvait plus toutes les engager en imprimerie parce qu'on n'avait pas assez de contrats pour ça. Alors, on a commencé des projets pour les jeunes, ce qu'on appelait les projets ponts, en fait, pour faire le pont jusqu'au marché du travail conventionnel. Et on a eu des groupes comme ça pendant quelques années où on avait 8 jeunes entre 18 et 30 ans qui venaient prendre de l'expérience dans le fond d'un coup faire à l'autre et on faisait des projets avec eux. On a fait toutes sortes de projets, là, des bottins, ceux qui sont familiers avec le Carrefour, le Moutillon, on avait fait... le bottin des nouveaux arrivants. Les bottins des nouveaux arrivants. En tout cas, on a fait toutes sortes de projets. On est allé aussi, on a fait un film sur... la santé mentale et le suicide qu'on est allé présenter en Afrique, au Sénégal, en Belgique. Il y a eu des beaux projets qui se sont découlés de ça, il y a des beaux succès pour les personnes. Et à partir de 2009, je dirais, là, le milieu de vie, ce que Jerry parlait tantôt, où les personnes viennent pas juste pour travailler, mais pour venir prendre un café avec leurs intervenants, venir jaser, briser l'isolement, briser la solitude, faire du bénévolat a grossi de plus en plus. C'est là, en 2009, on est parti peut-être de 60-70 personnes à vraiment monter à 100-120, où aujourd'hui, on a plus que 200. Combien? Bien, à peu près 300 personnes par année qui viennent chercher des services. Sur les 300, il y en a peut-être qui viennent 3 ou 4 fois pendant l'année, mais il y en a facilement 50-60 qui viennent chercher des services au moins 3-4 fois par semaine. Puis il y en a qui viennent peut-être, je ne sais pas, au moins 3-4 fois par mois. Fait qu'on a quand même un taux de fréquentation qui est assez élevé. Aujourd'hui, ce qu'on fait, dans le fond, d'un coup faire à l'autre, il y a comme 4 volets. Le volet travail, qui est l'imprimerie. Il y a le volet pré-employabilité où les gens peuvent travailler à l'hôpital Pierre-Boucher. On fait du déchiquetage, du papier nominatif, du triage de plastique, du rinçage de canage dans les cuisines, les grosses cannes de tomates pour qu'ils puissent tout recycler ça. Ils peuvent travailler d'un coup faire à l'autre aussi à faire la cuisine parce que les gens qui travaillent en pré-employabilité en cuisine, on sert, je dirais, autour de 20 à 40 repas par midi. Les gens qui travaillent peuvent venir dîner d'un coup faire à l'autre. Toute la nourriture est donnée par Moisson Rive-Sud. Les gens peuvent cuisiner et, dans le fond, les gens qui sont en pré-employabilité pour les autres. On reçoit aussi de la nourriture de l'hôpital Pierre-Boucher qu'on redistribue à 3 heures. Fait qu'autrement dit, toute la cafétéria, ce qui reste à l'hôpital, ils nous l'envoient puis on la redistribue. Fait qu'on a des gens attitrés à ça. Fait qu'on a le volet emploi, le volet pré-employabilité, on a un volet insertion à l'emploi. Ça, c'est 1 ou 2 personnes par année qui ont une subvention pour commencer à travailler chez nous ou ailleurs. Et on a le volet milieu de vie, où là, les personnes viennent pour, comme je vous disais, briser l'isolement, voir d'autres personnes, faire des ateliers, des activités qui sont faites par et pour les personnes. Fait que ça, pour nous autres, c'est important dans nos valeurs,
Ou on ne veut pas que ce soit un camp de jour où je te dis, bien, à 9 heures, il y a telle affaire, à midi, il y a telle affaire, à 2 heures, on fait du yoga, puis à 4 heures, bien, on fait de la cuisine collective. Mais on veut vraiment que ce soit les personnes qui, par exemple, organisent une cuisine collective. On a Lily qui fait ça actuellement. Qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait, bien, le groupe de femmes, c'est les filles qui gèrent ça entre eux autres. On fait à peu près un 5 à 7 par mois sur des thèmes qui sont importants pour les gens. Depuis 2 ans, il y a un thème qui revient souvent, c'est la solitude, la solitude amoureuse. Les gens en tout cas avec la maladie et avec l'isolement qu'ils vivent, mais ils se retrouvent d'un couvert à l'autre, ou ils se retrouvent à Centre-Jean ou à Second-Lieu. Fait que c'est toutes des belles petites places, mais on fait partie d'un beau petit ghetto santé mentale. Puis le but, l'insertion sociale, c'est de sortir c'est de faire partie de la société, pas juste faire partie de la société des organismes en santé mentale. Fait que les jeunes et moins jeunes, organisent plusieurs 5 à 7 par année où ils discutent de ça pour arriver à trouver des solutions pour intégrer la société plutôt que de juste évoluer dans le réseau des organismes de santé mentale. Un de leurs soucis. Fait que c'est une des activités qui font, je dirais, entre 12 et 15 par année à peu près. Puis il y a toutes sortes d'activités. Nous autres, on aime beaucoup travailler avec la personne, puis les forces des personnes. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui me disait « Ah, ben là, je suis au déchiquetage, mais c'est un nouveau, je suis pas sûre que j'aime ça. » Mais dans quoi, toi, t'es bon? Qu'est-ce que tu pourrais apporter à la communauté d'un couvert à l'autre ou la communauté en général? Puis lui, il me disait « Ben, j'aimerais ça, travailler quelque chose de concret. » Fait que lui, ce qu'il a envie, c'est de s'impliquer dans un jardin communautaire. Fait que comme on a une nouvelle bâtisse, mais là, on s'est dit que le côté d'un couvert à l'autre, là, qui est juste sur la rue Sainte-Hélène à côté, comme c'est à nous, mais on va faire comme un jardin urbain où les plantes ou les légumes vont grimper sur le mur. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain. Mais ça part de l'idée des jeunes. Puis lui, il va s'impliquer vraiment à ce jardin-là. Non seulement arroser, mais faire des pousses avant. Tu sais, on veut vraiment que ça parle, les idées partent des personnes. On trouve que c'est beaucoup plus porteur. Des fois, c'est plus long, mais c'est mieux pour la personne, puis ça lui donne plus confiance en elle. Là, quand tu dis, ben j'ai fait un jardin avec 4-5 autres personnes, puis je nourris, par exemple, où j'arrive à fournir de la nourriture, faire des pots pour 10 personnes à qui ça bénéficie chez eux ou en faisant de la bouffe d'un couvert à l'autre, mais on pense que c'est beaucoup plus porteur. Mais ça se peut que son projet, ça ne marche pas, puis que les pousses poussent pas, puis que les plantes ne grimpent pas après les petits fils qu'il va installer. Mais ça ne sera pas grave, ça veut dire que l'année d'après, il va pouvoir le refaire, mais autrement, en regardant qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-là. Puis ça va toujours de mettre de l'avant qu'il y a une utilité à vivre des échecs, c'est d'apprendre à faire les choses mieux puis de les faire différemment. Fait que ce soit l'échec avec comment il va partir ses pouces ou que ce soit l'échec sur comment il gère ses voix ou ses délires. Et il y a toujours moyen d'aller plus loin après. Fait que c'est un des principaux leviers qu'on a, les échecs, d'un couvert à l'autre. Ça, c'est la partie plus difficile. Une chance, mais en même temps, on n'a pas été chanceux, mais je pense qu'on a été bien chanceux. Parce que quand on a parti d'un couvert à l'autre, comme c'est une entreprise d'économie sociale, on a eu une subvention de 110 000 au démarrage par le CLD dans le temps. Mais ce n'est pas une subvention récurrente. Puis après ça, il faut que tu génères des profits puis des revenus. Mais en tout cas, rapidement, on s'est planté puis on n'avait plus d'argent. Puis le père à Maxine a un réseau d'amis. Fait que dans le fond, on a un réseau d'hommes d'affaires qui nous supportent depuis longtemps. On est allé cogner à la porte du ministère de la Santé à plusieurs reprises au fil des années parce que quand même, assez rapidement, avec le milieu de vie, il y a de plus en plus de personnes qui sont venues. Mais, fait qu'on a un conseil d'administration, on fait des levées de fonds, on n'a pas beaucoup de sous, mais pendant 17 ans, on a vraiment fonctionné de façon autonome. On n'avait pas d'argent qui rentrait pour notre mission du milieu d'accueil et puis du milieu de vie. Fait que c'est pas cool de toujours courir après l'argent, sauf que quand l'argent ne vient pas de quelqu'un qui peut t'obliger à faire des affaires, ça te permet de développer ton autonomie puis de développer ta méthode puis ta manière de faire. Fait que je pense que
en n'ayant pas de compte à rendre, puis on était capable de fonctionner sur les valeurs qui nous semblaient importantes, les valeurs d'accueil puis de support face aux personnes qui venaient nous voir. Je pense que ça a fait, ça a permis que d'un coup vers l'autre devienne un milieu plus vivant, puis capitaliser, comme je disais tantôt, sur les difficultés que les personnes vivaient. Nous autres, on trouvait que c'était une magnifique façon de s'améliorer. Je ne suis pas convaincu si on avait eu des sous, puis bien des intervenants. Nous autres, on n'a pas d'intervenants dans le fond. C'est pour ça que c'est une communauté qui s'est développée. Je pense que essentiellement, c'est ça qui a donné notre couleur. Et puis, depuis 3 ans, on reçoit du ministère de la Santé. Là, cette année, on a reçu 63 000 du PSOC. Le financement vient de là. Sinon, c'est un souper aux morts, puis un souper d'huîtres qu'on fait une fois par année, que Maxime organise avec le conseil d'administration qui amène l'eau au moulin. Puis, notre milieu de l'entreprise d'économie sociale génère des revenus, assez pour payer les employés qui y travaillent. Ouais. L'imprimerie, oui. Oh, ça, c'est une bonne question. Parce que on vient de déménager, hein? On est déménagé officiellement au mois d'avril, mais tout le temps de la rénovation, on a eu du monde, mais on contrôlait ça un peu dans le sens que là, on est ouvert le soir, on est ouvert la fin de semaine. Puis nous autres, on veut vraiment que ça soit un milieu de vie, une communauté. Il faut que tu rentres et tu sois chez toi. Fait que là, ça amène du va-et-vient plus depuis 2 mois. Et ce que je ne vous ai pas nommé, depuis le mois de juillet, Jerry et moi, on fait de l'hébergement pour les 16-25 ans. On a 9 lits, 9 places pour des jeunes qui ont une problématique de santé mentale. On fait ça à l'étage. On a loué l'étage d'un couvert à l'autre. Puis pour répondre à la question du voisinage, en fait, quand au début qu'on a déménagé, Jerry est allé courtiser tous les voisins pour leur expliquer avant qu'on arrive qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on allait faire, c'est qui allait être là. Mais j'ai oublié de dire le mot schizophrénie, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Parce que, c'est normal, hein, les gens ont... Comme je disais, nous autres, avant de commencer, j'en avais des préjugés, même des fois, j'en ai encore aujourd'hui. Je m'efforce de les combattre, puis je me leur fais mettre d'en face par moi-même les fois où j'en ai. Mais fait que c'est sûr qu'on a fait attention parce que nous autres, on a quand même fonctionné 20 ans sur la rue Saint-Jean, puis il n'est jamais arrivé un problème ni avec les voisins. Comme je disais tantôt, les 3 crises qu'on a eues, c'est des crises qu'on a contrôlées et qu'on a vues venir. Fait que je voulais pas que nos nouveaux voisins pensent que c'était pour être le bordel puis qu'il y devait y avoir des meurtres à toutes les 5 minutes. Parce que c'est un peu ça que les journaux nous laissent voir. Hein, quand on voit le mot schizophrénie, c'est toujours alentour d'un drame. Mais quand on considère qu'entre 70 et 80 000 personnes qui sont touchées au Québec, on voit toujours le pire dans les médias. Fait que c'est pour ça qu'on voulait leur expliquer un peu ce qu'on faisait du côté de l'imprimerie, de l'entreprise d'économie sociale. Mais c'est ça, je n'ai pas trop incité sur la schizophrénie. Fait qu'à date, les voisins, ça a l'air d'être correct, mais ça va être à suivre. À la prochaine conférence, on vous dira ça. Puis aussi, schizophrénie, ce qu'on n'a pas parlé tantôt, c'est que des fois, on parle de schizophrénie, puis on entend beaucoup ça dans les journaux, mais il y a aussi un mélange avec les drogues et la consommation. Ça ne fait pas un beau mélange, ça, les deux ensemble. Là. Nous autres, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas personne qui consomme d'un couvert à l'autre, mais on essaye en tout cas qu'il y ait un projet de vie autre que leur consommation. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on travaille fort, surtout avec les jeunes. Les jeunes, avec le pot qui est légalisé, le speed qui se vend pas cher, c'est sûr que c'est un défi pour plusieurs personnes qui viennent d'un couvert à l'autre. C'est vraiment de leur montrer qu'il y a d'autres choses qui existent que de la consommation. C'est qu'on essaie de travailler comme ça. La majorité des personnes qui viennent sont référées par un intervenant de l'hôpital. Il faut dire qu'avec un membership de 300 personnes pour la dernière année, c'est sûr qu'il y a une grande partie. Puis nous autres, il faut vous dire aussi que la majorité des gens qui viennent, c'est des personnes de 45 ans et moins.
Il y en a qui sont un peu plus âgés que ça. Mais comme nous autres, on mise beaucoup sur le projet de vie, l'emploi, les études, les personnes plus âgées, puis où la maladie a pris des tournants qui les ont plus affectés peut-être, je vous dirais qu'ils se retrouvent dans d'autres organismes comme au Second Lieu ou à Centre-Jean. Fait que je pense que les personnes de moins de 45 ans dans les 2 hôpitaux, il y en a quand même beaucoup qui passent par d'un couvert à l'autre. Fait qu'à d'un couvert à l'autre, on travaille principalement avec les intervenants, mais quand on a la chance de travailler avec les parents de la personne, les amis, c'est toujours plus constructif, dans la mesure où les parents sont adéquats, parce que souvent, il y a de l'hérédité dans les troubles de santé mentale. Fait que ça peut arriver que les parents aient eux-mêmes des troubles de santé mentale. Mais essentiellement, quand on est capable de travailler avec les parents, on le fait. Mais on travaille aussi beaucoup par référence. Fait que peut-être vous connaissez un organisme qui s'appelle la PAM Rive-Sud. Ouais. La PAM, c'est l'Association des parents et amis ou les proches des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait qu'il y en a, je pense, c'est 27 au Québec de ces organismes-là. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les proches et les parents à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec les troubles de santé mentale. Puis aussi, ils donnent des opportunités que les parents échangent ensemble, puis puissent un peu parler de leurs émotions. Fait que c'est vraiment un milieu qui est intéressant pour les parents. Fait que quand on a l'occasion, c'est sûr, on réfère les parents pour qu'ils connaissent les services de la PAM. Pour ce qui est de l'hébergement qu'on a en haut, c'est 9 places de 16 ans à 25 ans. Donc, il y a 3 personnes, normalement, qui sont à la résidence, qui sont référées par le DPJ, puis 6 adultes qui sont référés par l'hôpital. Et eux, à venir ici, idéalement, c'est le fun de travailler avec les parents. Ce qu'on fait avec En ce moment, il y a 7 résidents, puis avec les 7 résidents, on travaille avec les parents. C'est nouveau, la résidence, mais oui, ça demande beaucoup de temps, mais je pense que c'est plus une vie qu'un travail. Ça fait partie de notre vie. Mais même, on a 7 enfants à 2, qui sont tous des adultes maintenant, là, entre 32 et 20 ans, mais ils ont pas mal grandi dans les environs d'un couvert à l'autre. Fait qu'ils sont assez familiers avec notre travail, les gens qui croisent. Puis, ouais. C'est plus un projet de vie qu'un emploi, je pense. Bien, essentiellement, c'est les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a quelques personnes au fil des années qui ont travaillé avec nous, dont Marie-Paul. Mais je vous dirais, en 20 ans, il y a peut-être 7-8 personnes qui ne sont pas des personnes touchées, là, qui sont venues travailler avec nous. Bien, c'est ça, oui, on en accepte, mais il y en a vraiment peu. Parce que, comme c'est une communauté, puis on veut que les gens avec qui on travaille, donc les personnes touchées, s'activent, s'organisent, s'émancipent. C'est surtout eux qui sont les bénévoles. Mais on ne cherche pas de bénévoles, mais comme je dis, au fil des années, il y en a comme 7-8 qui sont passés dans Marie-Paul, dont, à un moment donné, il y a une madame qui vient, elle dit « Coudonc, qu'est-ce que vous faites ici? » Fait qu'on lui explique un peu notre mission. Puis... c'était une voisine, donc elle se met à pleurer, puis en tout cas, elle dit que son frère était touché, puis il était décédé par suicide. Puis ça, en tout cas, ça l'a ramené dans l'idée que s'il y avait eu des organismes, où il aurait pu accueillir son frère. Puis là, cette madame-là est avec nous, elle participe au groupe de femmes. Elle fait partie de la gang, t'sais. Mais il y en a peu quand même depuis... Je dirais qu'il y en a peu dans le quotidien d'un couvert à l'autre, mais par contre... quand je fais des levées de fonds ou quand, tu sais, souvent j'ai besoin d'aide, exemple, là, on fait, quand je fais des décors, là, je suis 0 en décoration, fait que je vais me chercher du monde autour qui sont bons en décoration. Et j'ai toujours eu du monde qui nous ont aidés, là, tu sais, il y a toujours eu des gens qui ont graffité autour, que ce soit pour les levées de fonds, que ce soit pour des projets sporadiques, là, aller chercher, comme là, avec le jardin communautaire, là, on cherche des petites graines. Là. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah, j'en ai dans mon jardin, moi, j'ai ramassé, puis il y a ça que je n'ai pas planté, je vais te les donner. » Mais c'est tous des gens qui gravitent autour d'un couvert à l'autre, qui sont en quelque sorte bénévoles. Là.
Des pots maçons, la même affaire. On cherchait des pots maçons. J'ai eu à peu près 18 caisses de pots maçons en une semaine. Fait que c'est des gens qui graffitent autour. Fait que c'est une forme de bénévolat aussi en même temps, d'aide de toutes les sortes, là. Ouais. Moi, ma belle expérience aussi, c'était quand tout le monde faisait les cartes de Noël. On a eu de la ville de Longueuil 10 000 cartes de Noël à faire. 10 000, Ouais. Ouais. Et je voyais, moi j'allais à tout le monde, et on sentait qu'ils étaient bien. Ils faisaient tout un dessin, ça ne copiait pas. Ils faisaient tout leur propre dessin. On a sorti des cartes extraordinaires. Ouais, c'est... Extraordinaires. Et je sentais, moi, comment ils étaient bien, parce qu'ils faisaient quelque chose. On les valorisait. C'est bon. Oh, puis moi, j'aime tellement ça, valoriser. C'est drôle. Oui. Ouais. Puis, On avait un comptoir extraordinaire de cadeaux. Ouais. C'est comme les gens, on a différentes façons de voir. Hein. Bon, maintenant, on a fait une campagne de financement, on a fait des ornements de Noël, ornements, c'est bon ça? Ouais. Des décorations de Noël en pâte de sel. Puis, il y en a un qui, tu sais, il y en a beaucoup qui faisaient des sapins, des bonhommes de neige, mais Philippe, lui, faisait des dindes. Je trouvais que c'était comme, tu sais, ça rapporte des dindes, tu sais, des petites dindes. Des dindes qu'on accrochait dans le sapin, des petites dindes. Fait que je trouvais que c'est une façon différente de voir. Puis Philippe, encore, lui, dans son délai, il y avait beaucoup, les extraterrestres prenaient beaucoup de place. Fait qu'il a fait une carte de Noël des extraterrestres avec des trucs de Noël. Fait que je trouvais que, tu sais, ça vient comme... ça permet à personne d'être qui elle est dans son... en tout cas. Puis on souvent, en tout cas, c'est une grande généralité, puis ça aussi c'est un préjugé, mais c'est vrai quand même. Ils ont souvent du talent artistique. Beaucoup sont bons artistes, dessiner, peindre, sculpter, guitare, musique, plusieurs. Oui. Là, en ce moment, pour la ville de Longueuil, on fait moins de cartes de Noël parce que c'est comme passé mode, les cartes de Noël. Tout le monde envoie ça par courriel, là. Mais on fait beaucoup de publi-postages. Fait que les travaux, infotravaux, la ville de Longueuil nous envoie porte-à-porte avec des dépliants pour qu'on avertisse que la rue va être fermée, par exemple, pendant 2 jours. Si vous avez eu des dépliants chez vous depuis 2 ans, c'est nous autres qui les a passés. Oui. Non, il y a des intervenants éveillés 24 heures par jour. C'est 24/7. C'est un contrat avec l'hôpital Pierre-Boucher. Fait que nous, on est là en plus d'un intervenant qui est là. Mais c'est ce que je disais tantôt, tu sais, les intervenants qui nous ont conseillés au début, c'est des personnes qui travaillent à l'hôpital en lien avec les personnes quand la maladie prend de la place. Nous, oui, on est 24 heures par jour là, mais on est avec des personnes normales comme vous, puis moi, puis monsieur qui est là, tu sais, parce qu'on se lève le matin, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui sont en train d'essayer d'améliorer leurs choses pour aller sur le marché du travail. Fait que les gens sont dans une vie active alentour de leur projet de vie. Fait que c'est pas comme travailler à l'hôpital. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est plus une vie qu'un travail qu'on fait. C'est comme... il y a du monde qui trouve que c'est pas sain quand je dis ça, mais en tout cas, moi, c'est comme un peu, c'est comme je retrouve ma famille quand mes enfants vivaient avec moi avant qu'ils partent chacun de leur bord, tu sais. Fait que c'est ça. Ça ne demande pas tant d'énergie, je trouve plus que ça en donne que ça en demande. On se trouve bien chanceux, nous autres, de faire ça, en tout cas. En fait, uniquement schizophrénie, je pense que c'est assez unique, là. En fait, il y a d'autres organismes en réinsertion à l'emploi ou réinsertion socio-professionnelle, comme Certex, par exemple, à Saint-Hubert, qui aide des personnes avec un handicap, tout handicap confondu, donc déficience intellectuelle, trouble du spectre d'autisme, schizophrénie.
Mais juste schizophrénie, je pense que c'est assez. Il n'y en a pas. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autres. Là. Je pense que l'autre affaire aussi, ça revient à la question de, je pense que c'est Jean-Guy qui demandait ça par rapport au financement tantôt. Fait que le fait qu'on n'a pas toujours été à la remorque du gouvernement pendant presque 20 ans, ça fait que peut-être on n'a pas été aussi obligé que d'autres personnes à miser sur la partie économique. Fait que je pense qu'à l'un vers l'autre, il n'y a pas beaucoup de pression qui est mise sur les gens dans l'idée du contexte du travail pour que les gens soient performants. C'est pour ça que je pense qu'on se permet beaucoup de capitaliser sur les difficultés que les gens ont pour essayer d'aller un petit peu plus loin la prochaine fois. Parce que si tu prends des subventions, puis c'est bien correct, là, ça en prend moi, je trouve que ça prend toutes sortes d'organismes avec toutes sortes de spectres différents pour différentes personnes. Mais souvent, les organismes en insertion socio-professionnelle, tu as un temps. Donc, tu as 6 mois, par exemple, pour faire ton 26 semaines, pour qu'on commence par le savoir-être, après ça, le savoir-faire, on trouve un peu un métier d'12 semaines, un stage, puis après ça, hop, ils doivent aller sur le marché du conventionnel. Nous autres, comme on n'avait pas de subvention, ça a été notre bel avantage. Il y a des gens qui sont restés chez nous 3 mois, puis il y a des gens qui sont encore là depuis 10 ans. Ça leur permet vraiment d'aller selon leur rythme, pas de pression, de façon flexible. Hein? Si tu rentres à l'hôpital, par exemple, pour 1-2 mois, tu reviens, tu as encore ta job. Fait que ça permet un peu cette adaptation-là pour les personnes qui commencent la maladie, le temps d'ajuster aussi la médication, parce que dont on parle comme... Tu sais, les gens qui viennent d'un couvert à l'autre, comme si tout était linéaire, mais des fois, la médication, quand tu commences, surtout, il y a des hauts et des bas, le temps que ça soit ajusté à la bonne dose, je dirais. Là. Fait que ça permet ça. Oui. Mais on avait préparé on avait commencé à donner des animations prévention suicide toxicomanie dans les polyvalentes. Puis, je pense que ça s'en allait pas vraiment nulle part. Puis, quand on a rencontré Benjamin, qui nous a parlé du projet, bien, on a fait une étude de marché, puis on s'est dit, bon, il y a peut-être une petite opportunité là. Fait que, mais surtout, comme Maxime disait, on voulait faire quelque chose, on voulait travailler, mais on voulait travailler dans quelque chose qui répondait à nos attentes sur le plan humain. Fait que, c'est comme ça que ça a commencé tranquillement. C'est pas bien glorieux, hein? Mais je pense qu'on était dû pour faire ça. Je ne sais pas comment dire ça, mieux ou pire, ça fait un peu ésotérique mon affaire, mais c'est ça pareil. Mais je ne sais pas si on est un couple, je ne sais pas si vous saviez. Oui, OK. Fait qu'on a commencé ça en couple. Bien, justement, ça fait 20 ans, mercredi passé, non, il y a 2 semaines. Le 5 février, ça fait 20 ans que les premières personnes ont travaillé. Ils ont été référés par l'hôpital. Oui. Pierre Boucher, Charlemagne. Ouais, 4 de Pierre Boucher, puis 1 de Charlemagne. Les 5 premiers qui ont commencé le 5 février. Là. Mais c'était des emplois, hein? C'était vraiment des emplois rémunérés dès le début. Là. Au mois de mars 2007, nous autres, quand Maxime parlait des projets avec les jeunes, là, on embauchait 7 ou 8 jeunes pour un projet qui durait 1 an. Puis après 1 an, bien, c'est assez de faire de ton mieux pour aller sur le marché du travail. Puis j'ai embauché, je passais des entrevues, puis je me trouvais bien cool. Moi, dans mon entrevue, je disais « Hey, t'es-tu touché par la schizophrénie? » Puis si le gars disait oui, ça voulait dire bien, il accepte sa maladie, tu sais. J'avais pas beaucoup d'expérience. Fait que là, j'ai embauché Kevin. Mais 2 mois après, Kevin, il m'a dit « Hey, Lacran, il dit, c'est sûr, je faisais partie des critères d'embauche. Je t'ai dit oui, mais je pensais pas que j'étais touché par la schizophrénie. » Mais il dit l'affaire, par exemple, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose dans mon affaire qui ne marchait pas. Fait que, mais d'une personne à l'autre, c'est différent. Il y a des personnes qui vivent la psychose, puis après, qui sont sorties de la psychose, ils se souviennent de tout. Il y a des personnes qui se souviennent plus ou moins de ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de personnes, pendant que la maladie est là, la personne, elle ne sait pas. Elle ne s'en aperçoit pas. Je demandais à un monsieur qui est passé chez nous, qui est en train de finir son bac en éducation physique. Je dis, Crime, tu sais, je sais, tu es brillant, tu es à l'université. Comment ça se fait que quand tu es dans ton char,
Tu entends la voix de ton beau-frère dans ta tête qui dit « Je vais tuer ta sœur », mais tu sais que ton beau-frère et ta sœur sont en Floride. Comment ça se fait que ça t'envahit tant que ça, puis tu n'es pas capable de dire que c'est une hallucination? Lui, il m'a expliqué, bien, moi, quand ça m'arrive, déjà, mon autocritique n'est pas là. Puis il dit, en plus, quand tu entends la voix de quelqu'un qui dit que tu vas tuer ta sœur, c'est tellement envahissant au niveau de l'anxiété, tu n'es plus capable de penser. Fait que c'est lui, comme ça, qu'il m'a expliqué que lui, quand la maladie arrive, il ne sait pas que la maladie est là. Mais après, quand ses médicaments sont réajustés ou quand il fait des changements à son hygiène de vie puis qu'il recommence à dormir comme du monde, manger comme du monde, faire de l'exercice, bien là, il reprend le dessus sur sa maladie. Puis généralement, il s'aperçoit que dans cette période-là qui a été difficile, bien, il était en psychose. Mais pendant que la personne est en psychose, il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas que c'est la psychose qu'ils vivent. Puis même après, je dirais, parce qu'il y a... Tu sais, puis moi, au début, je me disais, ah, c'est l'âge, tu sais, tu as 18 ans, tu te dis, non, je n'ai pas de maladie parce que tu vas être comme tout le monde, puis à 18 ans, c'est l'adolescence, là, c'est identitaire, tu vas être comme les autres, tu vas être comme les autres de ta gang. Puis quand tu es rendu à 40 ans, bien là, tu acceptes que tu as la schizophrénie, tu sais, mais non. J'ai des jeunes, là, genre, je pense à un, il a 19 ans, puis... lui, il n'y a aucun problème à dire qu'il a fait des psychoses, puis sa mère est atteinte de schizophrénie. C'est comme si pour lui, sa mère est bipolaire, je pense, c'est comme si pour lui, parler de la maladie ou avoir une maladie, c'est pas négatif. Mais il y a d'autres personnes qui sont rendues à 30 ans puis qui se disent, non, les autres sont malades, mais moi, je suis pas malade. Moi, je prends des pilules parce qu'ils m'ont dit de prendre des pilules, puis, c'est parce que dans ce temps-là, je consommais, mais aujourd'hui, tu sais. Mais toutes ces personnes-là, quand même, qui n'admettent pas, mettons, le mot schizophrénie, qui est la grosse étiquette que tu ne veux pas avoir, quand même, comme disait Jerry, ils se disent, c'est vrai, dans le fond, j'ai de la misère à fonctionner sur certains, c'est pour ça que je viens, tu sais. Il y a des choses qui sont difficiles pour moi, c'est pour ça que, tu sais, il y a certaines difficultés qui sont capables de nommer, c'est le mot qu'ils ne veulent pas dire. Puis quand ces personnes-là, moi, je trouve qu'ils ne veulent pas dire, moi, je suis atteinte de schizophrénie parce que le diagnostic, puis mon psychiatre s'est trompé, mais ça fait que ces personnes-là, souvent, sont plus combattantes. Ils veulent encore... tu sais, je suis atteinte de schizophrénie, pour certaines personnes, ça fait que tu t'écrases, puis bon, pas grave si je fais rien, je suis atteinte de schizophrénie, tu sais, je pourrais pas jamais rien faire. Mais pour ceux qui n'ont pas le diagnostic, moi, j'ai remarqué, en tout cas, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, ça donne comme un espèce de get going, là, je ne sais pas comment le dire en français, d'espèce d'élan, de dire, j'ai le goût d'être comme tout le monde. Tu sais, c'est ce que ça me dit souvent quand les gens disent, moi, je ne suis pas atteinte de schizophrénie. Mais de toute façon, depuis 20 ans, après que Kevin m'a dit ça, j'ai changé ma façon de faire des entrevues, puis surtout ma façon de penser. Parce que dans le fond, le mot schizophrénie, comme Maxime disait, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est toi, c'est quoi tes difficultés? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui te fait tourner en rond? Puis qu'est-ce que tu as le goût de faire par rapport à ça? T'sais? Parce que Maxime disait, il y a des personnes qui vivent la psychose, puis que c'est très positif d'être en psychose. Moi, je m'imagine, je me lève le matin, puis j'ai la conviction que je suis Jésus. Ça se peut, je passe une maudite belle journée. Fait que quand les gens ils voient leur psychose traitée, il y a un deuil à faire de devoir laisser la psychose. D'ailleurs, la jeune femme que Maxime nous parlait tantôt, en ce moment, est vraiment en maudit parce qu'elle prend des pilules, mais sa meilleure amie, c'était ses voix. Fait que le médicament l'a coupé de sa meilleure amie, le psychiatre l'a coupé de sa meilleure amie en ce moment. T'sais, fait que la personne, c'est pas si évident de vouloir se rétablir quand toi, ton désir, c'est de t'ancrer dans ta psychose. Nous, notre travail, c'est de l'aider à réaliser que si elle s'ancre dans sa psychose, elle va passer à côté de belles opportunités de se réaliser puis s'émanciper. Puis quand tu es en psychose, c'est pas l'idéal pour ton cerveau non plus. T'sais. Les plus jeunes qu'on a eus d'un couvert à l'autre étaient âgés de 16 ans. En fait, j'ai deux dans le groupe, parce que nous autres, d'un couvert à l'autre, je ne parle pas tout le temps de la maladie. On travaille plus sur les choses améliorées, mais dans mon groupe de femmes, il y en a plusieurs. Tu sais, des fois, 2, 3, 4 fois par année, on va parler de la maladie sur les thèmes qu'on va aborder.
Et sur mon groupe de 14, j'en ai 2 qui disent avoir entendu des voix à partir de l'âge de 3 ans. Mais ils ne donnent pas le diagnostic de schizophrénie. Il y a un autre nom que je ne me rappelle plus, c'est je ne sais pas quoi infantile, là. Et avant que tu aies le diagnostic de schizophrénie, souvent ils attendent justement à cause de cette étiquette-là, plus fin de l'adolescence, adolescence. Même des gens qui font des psychoses, ça prend une couple de psychoses avant qu'ils vont dire que tu as une psychose toxique ou ils vont dire c'est un trouble humeur avec une psychose. Avant que tu aies vraiment le diagnostic, là, souvent ça prend comme 2, 3. Puis j'ai même vu des gens, là, au fil de leur vie, changer de diagnostic. Ouais. Mais nous autres, à notre faire l'autre, je ne travaille pas beaucoup avec les diagnostics, là. C'est pour ça que... Ouais. La majorité des personnes qui sont à l'un vers l'autre, les hommes, je vous dirais que les difficultés commencent vers 14, dépendamment aussi de leurs habitudes de consommation, mais vers 14, 15, 16 ans, avec un diagnostic à l'entour de peut-être 17, 18, si on essaye de donner un portrait. Là. Puis les femmes, ça arrive plus vers 26, 27, 28. C'est ce qui fait que les gars, quand ils commencent leur processus de rétablissement, quand tu as commencé à être malade à 14, 15, 16 ans, les jeunes hommes, quand la maladie arrive plus jeune, quand ils sont dans leur mode de rétablissement, contrairement aux jeunes filles, ils ont souvent à faire beaucoup de nouvelles premières fois. Première blonde, à l'école, comme la maladie arrive à 14-15 ans, mais ils se sont rendus moins loin. Il y a beaucoup de jeunes qui sont avec nous qui ont même pas fini leur primaire. Pas de permis de conduire, pas d'expérience de travail. Sur le plan de l'intimité, de la sexualité aussi, les jeunes hommes partent de vraiment plus loin. Fait que des fois, on travaille avec des 26, 27, 28 ans, mais sur le plan affectif, c'est des 14, 15, 16 ans, parce qu'il y a plein d'affaires qu'ils n'ont pas vécues, alors que les femmes, eux, souvent, ils ont une meilleure expérience de travail, sont allés plus loin dans leurs études. Fait que quand ils reprennent le dessus sur leur maladie, souvent, le rétablissement se passe beaucoup mieux. Fait que c'est pour ça, des fois, les gens ont l'impression qu'il y a plus d'hommes touchés par la maladie, mais la maladie touche autant les hommes que les femmes, à peu près à moitié-moitié. Mais moi, en tout cas, dans mon travail, je vois que les messieurs partent d'un peu plus loin. On demande aux gens d'avoir des initiatives, d'être autonomes dans leur démarche. À un moment donné, j'étais à la table santé mentale, puis je reviens en disant hey, peut-être qu'on va un job pour l'imprimerie, on va peut-être faire un bottin. Et puis, je l'avais-tu déjà dit ça? Non? OK. Puis, fait que là, il y a un jeune qui disait hey, vous êtes bien fatigant avec vos bottins. Il y en a déjà des bottins. Il y a le bottin d'espoir, il y a le bottin du réseau. Il dit pourquoi vous ne feriez pas quelque chose qui part des besoins des personnes? Fait que j'ai dit quelle maudite bonne idée. Fait qu'on a présenté ce projet-là à table de santé mentale, de concertation. Puis, finalement, ce projet-là a été réalisé par 3 personnes. Je vous en laisse quelques exemplaires. Cet outil-là, c'est un outil vraiment utilisé maintenant autant par les intervenants que par les personnes touchées. Il y en a 5 000 de distribués dans le Grand Longueuil. À peu près 4 000 en français, puis 1 000 en anglais environ. Fait que si jamais vous le voulez puis vous le prenez, là, rappelez-vous que ça a été fait par 3 personnes touchées par la schizophrénie, pour des personnes touchées par la schizophrénie, puis avec l'aide de plein de personnes qu'ils ont rencontrées pour faire cette démarche de recherche-là. Et puis, dans le contexte, moi j'applique ça dans le contexte au début, comme Maxime disait, quand les intervenants nous ont dit ça va être difficile que les jeunes, que les personnes travaillent dans un milieu de production, bien, vous jetterez un coup d'œil là-dessus, vous allez voir qu'ils sont bien capables. En 1994, j'ai fait une assez bonne dépression. Fait que, en 1994, dans le fond, je me suis posé des questions toute ma vie. Quand j'étais au secondaire avec M. Marsan, j'ai fait une couple de camps de pastoral puis des activités pastorales. Parce que comme je me cherchais au travers de tout ça, c'est comme je n'osais pas me poser des questions parce que quand je commençais à penser à ça, c'est comme la tête me partait, puis ça m'étourdissait, puis je ne dormais pas. Puis, à un moment donné, j'ai dit, je vais mettre ça de côté. Puis en 1994, mes 2 grands-mères et un de mes amis sont morts. Fait que là, ça m'a plongé dans ce à quoi je ne voulais pas penser.
Puis c'est ça, dans me rétablir de cette dépression majeure-là, essentiellement, le travail, c'était un travail au niveau de ma spiritualité, puis de redécouvrir ma foi. Moi, je suis baptisé catholique, mais ce que j'ai découvert au travers de ça, c'est que la religion, ça n'a pas d'importance, mais ma relation d'intimité avec, pour moi, c'est Dieu, pour d'autres personnes, c'est autre chose. Fait que pour moi, c'est Dieu puis Jésus. Fait que pendant ma dépression, j'ai retrouvé cette intimité-là que je devais, dans le fond, qui était en dedans de moi, puis qui criait pour être mise à jour, puis dépoussiérée, je vous dirais. Puis, moi, les valeurs chrétiennes, c'est des valeurs qui me collent, puis qui, je pense, qui nous permettent d'aller plus loin. Fait que c'est dans mon travail, je suis chanceux. C'est ça ce que je fais au quotidien. Fait que je me considère vraiment dans un milieu privilégié pour l'actualiser. Puis j'ai de l'air bien fin de même, là, mais j'ai plein de défis tout au long des jours. J'ai des jugements. Des fois, je cache des gâteaux dans mon bureau, je les donne pas aux autres, puis je les mange en cachette. Fait que c'est pas... mon travail me fait découvrir plein d'affaires qu'il faut que je travaille. Puis c'est ça. Désolé pour les gâteaux. Oui, plusieurs personnes. J'ai pas de statistiques, là, mais je vous dirais facilement peut-être 2 ou 3 personnes sur 10. En tout, depuis 20 ans, ce sont 126 personnes qui ont accédé au marché du travail ou qui sont retournées aux études. Fait que je vous dirais peut-être 3 personnes sur 10. C'est un processus qui est facilité par les partenaires comme Emploi Québec, comme le CEMO. Fait que nous, on fait une partie du travail. Il y a une partie du travail qui est faite avant. Les gens sont à l'hôpital, ils passent par d'autres organismes qui sont plus au niveau de la réadaptation, faire des liens avec les autres. Nous, on est quelque part là-dedans. Puis au bout de la ligne, quand on fait tout notre petit bout ensemble avec les gens, par rapport à l'insertion socio-professionnelle, il y a des gens qui vont directement en emploi, mais il y en a beaucoup qui passent par des services d'Emploi Québec. Fait que par Emploi Québec, ils ont vraiment des bonnes mesures, autant pour les études que pour l'emploi. Je pense qu'il pourrait y avoir plein de personnes avec différentes difficultés qui vivent à d'un coin à l'autre. D'ailleurs, c'est presque 9 personnes sur 10. Nous, on ne travaille pas avec les diagnostics, mais à force d'en jaser, puis fait qu'on arrive à faire des statistiques. 9 personnes sur 10, c'est la schizophrénie ou un trouble schizoaffectif. Le trouble schizoaffectif, c'est un mélange de schizophrénie et trouble bipolaire. Les autres, 1 personne sur 10, c'est soit trouble de personnalité, trouble bipolaire, trouble d'anxiété généralisée. Mais nous, on ne met pas de barrière à l'entrée sur les difficultés que les gens vivent. Mais comme on est bien identifié schizophrénie, c'est pour ça que c'est 9 personnes sur 10, c'est leurs difficultés. Mais presque 100% des gens vont avoir vécu des symptômes psychotiques au travers de leur cheminement, que ce soit avec le trouble bipolaire, avec les troubles de personnalité, là. C'est presque la totalité des gens. Oui, si vous avez l'occasion, il y a une petite vidéo sur D'un couvert à l'autre, sur YouTube, qui explique un peu ce qu'on fait. Dans la vidéo, c'est l'histoire de Catherine. Catherine était là depuis le début, puis elle est allée travailler en 2010, hein, à peu près. Puis, il y a 3 ans, son père est décédé. Puis Catherine revient 1 ou 2 fois par année faire un petit tour, elle vient au party de Noël. Mais quand son père est décédé, elle savait qu'elle était dans une période avec plus de fragilité. Fait qu'elle est revenue se coller d'un couvert à l'autre pendant 5-6 mois. Alors, on l'a aidé à faire le lien avec l'hôpital pour avoir, comme j'expliquais au monsieur tantôt, un service de suivi avec l'hôpital. Elle aurait pu faire ça toute seule, mais nous, on essaie de faciliter la démarche parce qu'on est en lien avec l'hôpital presque à tous les jours. Fait que, on essaie d'être là pour les gens quand ils ont besoin de nous. La porte est toujours ouverte. Fait que c'est fréquent que les gens viennent, reviennent faire un petit bout avec nous, puis ils repartent. Mais c'est parfait comme ça. Je pense que, en tout cas, nous autres, ce que notre expérience nous montre, c'est que la drogue, ça peut
déclencher la maladie peut-être plus vite que ce qu'elle aurait été déclenchée normalement. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai 4 enfants, à moi, Maxime en a 3, on a 7 à 2. Puis les drogues, moi, j'ai jamais pris de drogue, mais mes chums en prenaient quand j'étais jeune. Puis ce que mes chums consommaient, puis ce que les gens consomment aujourd'hui, c'est des drogues qui sont beaucoup plus dures. Il y a beaucoup plus de drogues chimiques, comme le speed, d'autres affaires de même. Fait que je pense que la maladie arrive plus vite, mais malgré ça, il reste toujours que c'est 1% des gens à peu près qui sont touchés par la schizophrénie, ou je pense que c'est à peu près 1% pour le trouble bipolaire. Fait que je pense que ça fait que la maladie arrive plus vite, mais je pense pas qu'il y a plus de maladies. Puis l'autre affaire, c'est que les jeunes qui prennent de la drogue, il y en a quand même plusieurs d'un couvert à l'autre, puis il y en a plusieurs à l'hébergement. Souvent, il y a comme un effet de médication. Tu sais, quand tu es chez vous, tu entends des voix, tu es tiré par en bas parce que tu as des idées bizarres qui envahissent ta vie. Fait que quand tu prends du speed ou que tu prends du pot, c'est comme la maladie, elle prend moins de place tout d'un coup. C'est ce qu'on entend, tu sais, quand on jase avec les gens. Mais c'est sûr que c'est un cercle vicieux parce que plus les gens prennent de drogue, plus que les symptômes vont prendre de place. Mais souvent, il y a un effet de médication, d'automédication avec la drogue, ce qui fait que ça devient... C'est une dynamique où il fait que c'est peut-être plus dur d'arrêter. Mais les gens, d'un couvert à l'autre, les gens arrivent à gérer leur consommation ou à complètement l'éliminer, puis ça leur permet de mener des vies plus équilibrées habituellement. Il y a beaucoup de gens qui ont été référés par l'hôpital, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent accompagner des gens qui sont déjà d'un couvert à l'autre. Emploi Québec réfère des gens. Quand on vient dans des endroits comme ici, il y a des personnes parmi vous qui vont référer d'autres personnes. Fait que tout le monde est le bienvenu, on ferme la porte à personne. Quelquefois, on va, comme il y a 2 semaines, il y a un des gars qui vient de couvert à l'autre qui a des gros problèmes de consommation, qui a des problèmes de comportement, il vole des affaires, puis il a ramassé un jeune puis une jeune sur la rue, puis il les a emmenés déjeuner à 6 heures le matin d'un couvert à l'autre. Mais en jasant avec les jeunes, je me suis aperçu, oui, ce jeune homme-là, il est dans la rue, mais c'est un pusher, puis il vend du speed. Fait que on n'est pas dans une situation où on peut continuer à l'accueillir. Fait que j'ai expliqué que, que là, il pouvait déjeuner, mais que ce serait mieux qu'il ne revienne pas, parce que à cause de lui, ses activités font qu'il risque de complètement déstabiliser notre milieu, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai essayé de faire le lien avec Macadam pour qu'il puisse avoir du soutien d'un autre organisme. Mais, en tout cas, il est peut-être allé, mais ça se peut qu'il soit barré à Macadam parce que tu sais, c'est comme le loup dans la bergerie, là. Ben oui, parce que je ne suis pas en mesure de comparer avec il y a 40 ans, mais je suis toujours surpris de voir que les délais religieux prennent quand même encore de la place. Ça ne fait pas partie de... Tu sais, moi, j'ai 56 ans. Tu sais, fait que moi, mes parents m'emmenaient à l'église, puis ma mère m'a parlé du petit Jésus, puis ma grand-mère aussi. Mais malgré ça, il y a encore plusieurs personnes, des plus jeunes, là, des 20, 25, 20 ans, pour qui le délai religieux prend quand même pas mal de place. Mais la spiritualité, c'est une dimension de l'homme, hein? Fait que on se pose des questions, tu sais, ben, c'est Jésus, ou pour d'autres personnes, c'est le grand Manitou, ben c'est Mère Nature, mais la spiritualité, c'est une des dimensions de l'humanité, fait que c'est probablement normal aussi en même temps. Oui. Je pense que toutes les substances qui sont comme des psychotropes ou qui influencent le cerveau, c'est sûr que comme c'est une maladie du cerveau, que ce soit l'alcool ou la drogue, ça ne fait pas bon ménage avec la maladie. J'ouvre une petite parenthèse. Généralement, les organismes communautaires, il n'y a pas d'alcool. Nous, dans nos heures normales d'activité, il n'y a pas de consommation d'alcool.
Mais depuis 20 ans, quand on fait notre party de Noël ou comme en ce moment, il y a un tournoi de poker là, que les jeunes font cet après-midi dans le local en bas. Fait que quand on fait des activités qui sont en dehors des heures normales de l'organisme, les gens peuvent emmener des consommations de bière ou d'alcool. En 20 ans, nous autres, il n'est jamais arrivé aucun incident. On trouve que c'est une manière peut-être de faire de l'éducation. Tu sais, oui, il y a comme un... Tu sais, prendre une bière ensemble, quand tu as une couple d'amis, ça peut faire partie de quelque chose de social. Fait qu'on essaie de prendre cette opportunité-là pour faire de l'éducation, pour dire aux gens, regarde, oui, tu peux prendre une bière ou deux, mais pense à ce que les répercussions de ta consommation vont avoir. Tu sais. Mais c'est sûr que pour répondre à votre question, moi, je pense que une consommation d'alcool plus importante, là, ça agit sur la maladie. Ça fait que la médication n'est pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être. Puis peut-être des fois le mélange alcool-médication est vraiment plus néfaste que juste l'alcool tout seul. Mais nous autres, on vous dit des affaires, hein, mais c'est juste notre expérience. Peut-être qu'on dit des niaiseries aussi en même temps. C'est peut-être pas impossible. Non, moi, j'ai jamais entendu ça. OK. Puis tous les psychiatres avec lesquels on travaille, j'en ai pas vu un qui trouve que c'est une bonne idée que les gens consomment. Et d'ailleurs, il y a une situation qu'un psychiatre est en train d'essayer d'adresser avec un des jeunes là, pour essayer de l'amener à gérer le mieux possible sa consommation. Il y a beaucoup de travail qui se fait à cet effet-là, de réduire la consommation, mais j'ai jamais vu un psychiatre qui inclut la consommation de cannabis dans le traitement.